Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à toutes les victimes de la Covid-19 avec une pensée particulière à mon ami le docteur Marrah Bachir. Allah yarhamou, sabbar ahlou, surtout sa mère et sa femme. Je remercie l'association AMLA de l'invitation et de tous les efforts fournis par les organisateurs afin de réussir cette formation médicale continue, même en virtuel vu les circonstances sanitaires actuelles. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une pathologie vasculaire rare qui est la maladie des emboles des cristaux de cholestérol ou syndrome des emboles de cholestérol pour les anglo-saxons. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec le sujet. Donc il s'agit d'une véritable maladie systémique s'exprimant par un tableau de pseudovascularite ou pseudo-microangiopathie thrombotique. D'ailleurs, certains auteurs utilisent le terme de vascularite cholestérolique. Sa définition est anatomopathologique. Donc c'est une nécro-inflammation tissulaire ischémique secondaire à une occlusion artériolaire liée à des micro-emboles lipidiques en provenance de plaques d'athérome d'artères de gros calibre. Son éthiopathogénie n'est pas encore bien élucidée. C'est une maladie grave puisque responsable de morbimortalité élevée. Elle est rare en pratique clinique mais certainement sous-diagnostiquée car peu connue. Les facteurs de risque de développement de la maladie restent les mêmes facteurs de risque que l'athérome et les facteurs favorisants sont majoritairement les actes interventionnels vasculaires et les traitements antithrombotiques. Sa présentation clinique est très hétérogène et polymorphe et ce qui rend le diagnostic souvent difficile, surtout dans les formes spontanées. Et y penser est déjà la moitié du chemin. Donc le diagnostic de la maladie est un diagnostic d'élimination et repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, morphologiques et surtout histologiques. De multiples organes peuvent en être la cible des emboles de cholestérol, mais les atteintes préférentielles restent la peau, les reins et le système digestif. Sa prise en charge est mal codifiée et non consensuelle. Sur le plan cadre nosologique, un article récent publié dans le New England en 2016 a regroupé de nombreuses pathologies sous le terme de cristallopathie. Ces dernières partagent des mécanismes physiopathologiques proches et la maladie des emboles de cristaux de cholestérol est classée dans les cristallopathies d'origine intrinsèque médiées par des cristaux organiques comme indiqué sur cette slide. Donc sur le plan physiopathologique, la maladie survient rarement de façon spontanée. Il existe souvent un facteur déclenchant iatrogène mécanique comme l'angioplastie, une chirurgie cardiaco-vasculaire, ou un facteur médicamenteux, essentiellement les antivitamines K, les héparines ou les agents fibrinolytiques. Ce facteur va entraîner une ulcération et mise à nu d'une plaque d'athérome. Cette dernière est responsable entre guillemets d'une pluie d'emboles dans la circulation d'aval, responsable d'occlusion des artérioles de calibre compris entre 100 et 200 micromètres de diamètre. Il y aura également une activation des cytokines pro-inflammatoires responsables d'une inflammation vasculaire, tissulaire et systémique. A noter que l'activation de la voie de l'interleukine 5 et du complément peuvent s'accompagner d'une hyperéosinophilie sanguine qui est un élément diagnostique très important. Sur l'image de droite, on voit une plaque d'athérome à risque avec des cristaux de cholestérol sous forme d'aiguilles biconvexes allongées. Dans cette étude, comme la plupart des séries, il a été constaté que les plaques responsables du syndrome des emboles de cholestérol sont localisées essentiellement au niveau de l'aorte et ses branches de moyen calibre, et que le risque est plus élevé en cas d'anévrisme de l'aorte abdominale. Tous les organes peuvent être atteints, comme le montre cette série autopsique, et ceci explique le caractère systémique de la pathologie et son polymorphisme clinique. Dans quelques données épidémiologiques, l'incidence et la prévalence de la maladie sont peu connues et restent sous-estimées. En se basant sur les données autopsiques, l'incidence est de 0,7 à 4% chez les patients non sélectionnés, alors qu'elle peut atteindre 75% chez les patients sélectionnés, c'est-à-dire ayant des facteurs de risque d'athérosclérose ou ayant subi une chirurgie ou une intervention endovasculaire. Les facteurs favorisants, c'est-à-dire le terrain sur lequel survient la maladie. Donc cette maladie touche les patients ayant des facteurs de risque cardiovasculaire d'athérosclérose comme le diabète, l'hypertension artérielle, la dyslipidémie et le tabagisme. Le sexe ratio est largement en faveur des hommes.
Certaines séries décrivent jusqu'à 70 ou 80% de prévalence masculine d'âge moyen de 65 ans. La préexistence d'une pathologie cardiovasculaire est quasi permanente, retrouvée chez 90% des sujets dans la cohorte de Scolari publiée en 2007 dans Circulation, telles que l'insuffisance coronaire, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, les maladies cérébrovasculaires ou la maladie rénale chronique. Bref, ce sont souvent des sujets polyvasculaires. Les facteurs déclenchants des emboles de cholestérol, donc l'embolisation peut être spontanée ou secondaire. Un facteur déclenchant est retrouvé dans plus de 75% des cas. L'ensemble des procédures invasives endovasculaires ou chirurgicales reste le facteur de risque le plus communément décrit. Comme vous le voyez sur cette slide, le cathétérisme artériel beaucoup plus fréquent que les gestes chirurgicaux actuellement serait en cause dans 95% des emboles de cholestérol post-interventionnels. Les emboles de cristaux de cholestérol ont été décrits lors de l'utilisation d'agents thrombolytiques, plus particulièrement lors de l'infarctus du myocarde ou de traitements anticoagulants, en premier lieu les héparines et les antivitamines K, même sans surdosage. Une observation récente chez un homme de 80 ans a décrit un cas induit par un inhibiteur direct du facteur désactivé qui est l'édoxabond introduit dans le cadre d'une thrombose veineuse profonde 10 mois auparavant. Cette méta-analyse résume les facteurs favorisants, mais un fait important, c'est que le délai entre le geste endovasculaire ou chirurgical et les emboles de cholestérol sont variables, de quelques heures à plusieurs semaines, en moyenne de 49 jours et jusqu'à 5 mois. Concernant les manifestations cliniques, donc les emboles peuvent passer inaperçus sans aucun retentissement clinique et seront de découverte autopsique. Mais dans la plupart des cas, la maladie est symptomatique, mais la présentation clinique est très hétérogène et polymorphe. Donc c'est une maladie au masque changeant, comme disait notre maître, le professeur Boerly. Donc le rein est le site privilégié de la maladie en lien avec sa proximité avec l'aorte, principal lieu de développement de l'athérome. En pratique, on distingue deux tableaux cliniques différents. Le premier tableau clinique est le plus fréquent et le plus évident à évoquer. Il est caractérisé par des manifestations cliniques plutôt périphériques, surtout au niveau des orteils, qui surviennent dans les suites d'un acte endovasculaire et d'évolution souvent favorable. Le deuxième tableau est beaucoup plus rare, mais très probablement sous-estimé, correspond à une maladie systémique avec des lésions ischémiques diffuses et multiples, dont la morbimortalité reste élevée. La survenue est souvent spontanée de ce deuxième tableau clinique, mais parfois provoquée. Donc, les différentes manifestations cliniques, donc on va insister un peu sur les manifestations les plus fréquentes. Donc, on va commencer par les signes généraux qui sont non spécifiques. Ils seraient présents dans environ 10% des cas. On peut observer de la fièvre, des myalgies, des arthralgies, une altération de l'état général avec un amaigrissement souvent rapide et marqué. Les symptômes cutanés sont les plus fréquents, allant de 35 à 90% des cas en fonction des séries. En premier lieu, il s'agit de livido réticularis ou ramifié et il atteint préférentiellement les membres inférieurs. La présentation historique de l'atteinte cutanée est l'atteinte des extrémités avec un aspect d'orteil pourpre avec conservation du pouls puisque l'atteinte est distale avec uniquement l'obstruction des artérioles de petit calibre. Une ischémie plus sévère avec une gangrène distale sont possibles. Les manifestations rénales sont également fréquentes et se représentent dans 25 à 50% des cas. Et la découverte ou l'aggravation d'une hypertension artérielle est la présentation néphrologique la plus fréquente. La dégradation du débit de filtration glomérulaire est classiquement rapidement progressif. On parle d'insuffisance rénale rapidement progressive sur une période de 2 à 8 semaines. Elle peut aboutir à une insuffisance rénale chronique et au décès. Les manifestations digestives ne sont pas rares et seraient le troisième site atteint en termes de fréquence dans la maladie des emboles de cholestérol. L'ensemble du tube digestif peut être atteint, mais les localisations préférentielles de la maladie restent le côlon, l'intestin grêle, l'estomac et le rectum. Les atteintes gastro-intestinales s'expriment souvent par des douleurs abdominales, des diarrhées, des syndromes occlusifs ou une hémorragie digestive. L'atteinte rétinienne des emboles de cholestérol doit être systématiquement recherchée par un fond d'œil puisqu'il s'agit d'un critère majeur d'orientation diagnostique non invasive mais malheureusement rarement retrouvé. Cette atteinte rétinienne est dans la majorité des cas asymptomatique, mais certains patients décrivent des symptômes non spécifiques comme une baisse d'activité visuelle et une vision floue ou une douleur oculaire.
Le fond d'œil va rechercher les plaques de Hollenhorst sous forme d'emboles jaune orangé réfringents, principalement au niveau des bifurcations artérielles. Ces plaques rétiniennes pourraient persister longtemps, parfois plus d'un an. Après leur découverte, ils sont spécifiques de la maladie. D'autres localisations plus rares peuvent être retrouvées. Elles sont souvent asymptomatiques et retrouvées quasi exclusivement sur les données des séries autopsiques. Sur cette image, on voit l'image A un aspect typique d'orteil pourpre et sur l'image B, lividoplantaire bilatéral. Donc sur cette plaque, on voit les plaques rétiniennes d'Hollenhorst mises en évidence par un fond d'œil. Concernant les manifestations biologiques, elles sont multiples et non spécifiques. La biochimie est souvent corrélée au type d'atteinte d'organes. Plusieurs anomalies sont retrouvées en cas d'atteinte rénale avec une augmentation de l'urée et de la créatinine avec une baisse du débit de filtration glomérulaire, une protéinurie qui est souvent inférieure à 2 grammes par 24 heures, une hématurie microscopique d'origine glomérulaire ou une leucocyturie peuvent être retrouvées à l'examen du sédiment urinaire. Et une eosinophilurie peut également compléter le tableau et constituer un critère diagnostique important. On peut observer une cytolyse hépatique avec élévation des transaminases dans les atteintes hépatiques, une élévation des enzymes musculaires et en cas d'atteinte musculaire. La numération en formule sanguine peut révéler une hyperleucocytose, une anémie ou une thrombopénie. Mais le signe biologique le plus sensible à la formule est l'hyperéosinophilie qui est modérée et inférieure à 1600 et souvent transitoire. Donc elle est classiquement décrite et présente chez 67% des cas selon la série de Scolari, surtout en cas d'atteinte rénale. La CRP peut être normale ou modérément élevée. Une consommation du complément avec baisse du CH50 et des fractions C3 et C4 peut être observée. Le bilan immunologique peut révéler de manière non spécifique la présence d'un facteur hématoïde, des anticorps antinucléaires à des taux faibles et même transitoirement des cas de type anti-MPO. Donc les éléments paracliniques de diagnostic, donc le diagnostic de cette maladie est difficile, donc y penser déjà la moitié du chemin, aucune manifestation clinique n'étant spécifique, et le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, radiologiques et parfois histologiques. L'examen le plus accessible et le moins invasif est le fond d'œil à la recherche des plaques de Hollenhorst. La sensibilité de cet examen reste faible, mais sa spécificité est proche de 100%. Un échodoppler artériel de l'aorte abdominale et des membres inférieurs est systématiquement réalisé à la recherche de plaques d'athérome à risque d'embolisation, c'est-à-dire des plaques de plus de 4 mm d'épaisseur avec des bords irréguliers, ulcérés et ayant un composant mobile. Mais il vise surtout à éliminer un événement artériel thrombotique par une atteinte artérielle de gros calibre, c'est-à-dire éliminer une ischémie aiguë des membres inférieurs. Les examens d'imagerie ont pour but de rechercher des plaques d'athérome responsables des emboles distaux. Le site le plus fréquent étant l'aorte, donc un angioscan aortique, thoracique et abdominal ou une angio-IRM, voire une échocardiographie transœsophagienne peuvent être réalisées. Les biopsies cutanées, rénales, voire musculaires ou une biopsie médulaire avec études histologiques sont souvent contributives, sans oublier bien sûr l'étude ANAPAT des pièces d'amputation et opératoire. Donc les sites les plus accessibles à la biopsie, les plus pratiqués en pratique sont les biopsies cutanées, rénales et musculaires. Mais il faut savoir que les biopsies cutanées sont préférables dans un premier temps à la biopsie rénale si les lésions sont typiques. Et le livido est la cible privilégiée à biopsie. Donc les biopsies sont pratiquées au croisement de 2 mailles de livido, mieux que sur un orteil pourpre. Elles doivent être profondes et ramener du tissu graisseux hypodermique. Toutefois, il existe un risque de non-cicatrisation et de troubles trophiques secondaires au geste. Donc les biopsies n'est donc généralement pas proposées au niveau des zones d'ischémie distale ou d'orteil pourpre. Donc voici le résultat en microscopie optique d'une biopsie cutanée montrant une réaction macrophagique de résorption en contact de fente oblonge optiquement vide représentant les cristaux de cholestérol. Voici également l'aspect histologique d'une atteinte rénale. Donc, concernant le diagnostic différentiel, de nombreuses pathologies infectieuses, néoplasiques et auto-immunes doivent être écartées au préalable. Donc, le diagnostic des maladies des emboles de cholestérol reste un diagnostic d'élimination. Donc, le principal diagnostic différentiel est la néphropathie induite par le produit de contraste post-cathétérisme artériel. Les endocardites infectieuses
subaigus bactériens doivent être éliminés systématiquement, de même que le mixome de l'oreillette avec ses manifestations cardio-emboliques et pseudo-inflammatoires qui sont souvent trompeuses. Les vascularites, de manière générale, et notamment la périartérite noueuse, font partie des diagnostics différentiels à évoquer. Et selon une série du Gilvin, des tableaux de Pan étaient des emboles de cholestérol dans 5% des cas. D'autres atteintes microcirculatoires doivent être éliminées systématiquement, essentiellement les microangiopathies thrombotiques. Enfin, la grande simulatrice du XXIe siècle, qui est la Covid-19, doit être évoquée systématiquement puisqu'il s'agit d'une endothélie systémique et toutes les manifestations cliniques peuvent être observées. Donc un petit mot sur le plan pronostic. Dans une cohorte, ancienne cohorte publiée en 1987, la mortalité avait été estimée à 73%, toutes les atteintes confondues. Les principales causes de décès étaient des pathologies cardiovasculaires, essentiellement ou bien des complications digestives et même des pathologies malignes et infectieuses. Donc sur le plan de prise en charge, doit être assurée en milieu spécialisé. Plusieurs options thérapeutiques ont été proposées. Les grandes lignes de la prise en charge sont le contrôle des facteurs de risque et la prévention secondaire, le traitement symptomatique des complications, par exemple l'opération extrarénale en cas d'insuffisance rénale, les antalgiques en cas de douleur intense, les traitements spécifiques tels que les corticoïdes, la colchicine, les statines, les vasodilatateurs tels que l'élopros, la LDL aphérèse et les immunosuppresseurs ont été utilisés avec des résultats différents selon les séries. Le traitement étiologique doit être discuté systématiquement en RCP, c'est-à-dire le traitement interventionnel de l'exclusion de la lésion responsable, et également l'arrêt des traitements antithrombotiques si possible avec un relais par les antiagrégants plaquettaires. Donc voici un schéma en conclusion qui résume la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Merci de votre attention. Je serai à votre disposition pour répondre à vos questions.